Bonjour à tous. Deux invités au menu de cette matinale ce matin. Donc, Réginal Koumagbe Fide est député à l'Assemblée nationale et membre du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement. Avec lui, nous allons parler de cette rencontre continentale des députés africains à Cotonou pour la 9e Assemblée générale de l'organisation. On discutera de la pertinence et des buts de ce réseau. Le deuxième invité, c'est Benjamin Ronton, représentant régional adjoint du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Lui aussi nous parlera des rencontres à Cotonou depuis le début de la semaine, des représentants des institutions nationales des droits de l'homme. Deux rubriques aussi pour meubler et faire la spécificité de la matinale les jeudis matin. On va faire un tour sur la toile pour découvrir les sujets qui ont intéressé les internautes et surtout comment ils les ont abordés. C'est sur la toile avec Florence Bossa. Puis on fera un peu de droit avec William Clickham qui avait commencé à vous parler du Code des personnes et de la famille. Le document célèbre ses 10 ans d'existence. Pour nous, on va bien proposer de feuilleter son intérieur pour évaluer un peu sa pertinence avec le contexte actuel. Merci d'être là. Premier rendez-vous sur Actu Matin, la une des journaux et Fraternité qui ouvre justement cette rubrique, la rentrée scolaire 2024-2025, la course aux fournitures, la bourse en souffrance. 9e Assemblée générale de l'APNOD, le renforcement des capacités des parlementaires africains au cœur des échanges. La nation, réforme fiscale, impact significatif sur les PME et l'innovation. Le matinal, rentrée scolaire 2024-2025, les enseignants entre optimisme et inquiétude. Richard Ronsou, secrétaire général du CINES, le gouvernement ne semble pas prêt. Christian Lokossou, secrétaire général de la FEDECEN, nous sommes pressés de revoir nos enfants. Riposte à la variole du singe au Bénin, les équipes techniques en alerte maximale. L'autre quotidien, tension autour de l'affaire Steve Amoussou alias Frère Onvi, le Togo et le Bénin condamnés à préserver leur rapport de bon voisinage. L'économiste, échanges commerciaux au premier trimestre de 2024, 107,5 milliards de francs CFA de vente de coton béninois à l'extérieur. Le déchaîné du jeudi, cet hebdomadaire satirique qui paraît à Cotonou. Bientôt la pré-rentrée dans les écoles privées. Parents d'élèves, vache à lait, a constaté l'hebdomadaire. Nous sommes avec le quotidien Le Meilleur. Bénin, 9e Assemblée Générale annuelle de l'APNOD. Louis Vlavonou ouvre la 9e Assemblée avec un appel à une gouvernance renforcée. Gasquiani Info, Patrice Talon, un héros incompris, s'est demandé le journal. Éveil Info, accès à l'eau potable dans la commune de Djougou, l'agonie silencieuse des peuls de Gabéry. Matin libre, conflit entre agriculteurs et éleveurs, mettre fin aux tueries. Talon n'y est pas encore. Et puis Bénin, la peste porcine sévit à Pérérem. Nous apprend donc le journal. Nous sommes maintenant avec le matin, 9e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement. Le président Vlavonou célèbre les performances du Parlement béninois. Passons à l'affiche du jour santé. Le Bénin prêt pour la riposte contre l'épidémie de la variole du singe. L'opinion aujourd'hui, le président Louis Vlavonou et l'APNOD, un partenariat pour une évaluation efficace des politiques publiques. Les 4 vérités à l'approche de la rentrée gouvernementale. Patrice Talon de retour des vacances. Et puis Bénin, la relecture du code électoral s'invite à la Cour constitutionnelle. La nouvelle gazette, infrastructure marchande au Bénin, le marché international de Bomina opérationnel. Le potentiel après plusieurs semaines de vacances passées en Europe. Le chef de l'État est rentré au Bercail. La rentrée gouvernementale prévue pour le 10 prochain. D'Abaro, un peu commercial ce matin en manchette. Avec 12 mois de formation à Sefoman Dabaro à Parakou, devenu professionnel en pilotage de drone.
développement web ou graphisme. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture, rentrée scolaire 2024-2025, la course aux fournitures. La bourse est en souffrance, a constaté Fraternité, le journal qui paraît a menotté à Cotonou. 9e Assemblée générale de l'APNOD, le renforcement des capacités des parlementaires africains au cœur des échanges. Voilà donc ce qu'on peut retenir, je dois dire, de la une des journaux, paru donc à l'accueil de Fraternité de Canal 3 Bénin, pardon, ce matin. On va feuilleter un peu l'intérieur donc du quotidien Maison. On a beaucoup d'opérations de la police républicaine, notamment à la page 4, vous avez un compte rendu. Eh bien déjà de cette actualité-là, il y a un démantèlement d'un réseau de 1000 sacs de riz volés et retrouvés à Kilibo. De quoi est-ce que cela parle précisément? Le journal vous propose des détails. Et puis à Boumé-Calavi pendant ce temps, eh bien, la police aussi est allée interpeller 26 personnes dans un ghetto. C'est lors d'une opération. Alors qu'est-ce que la police a découvert? Eh bien, achetez Fraternité et découvrez. Découvrez aussi l'actualité sur le continent africain avec la création d'un fichier recensant les personnes impliquées dans les actes de terrorisme. Au niveau donc du Niger, Niamey a décidé à faire face justement à ce phénomène qui instaure l'insécurité dans la sous-région. Puis vous avez aussi quelques notes, notamment au Sénégal et en Mauritanie. Achetez donc le journal et informez-vous. Allez, on va passer maintenant au bulletin de l'information avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. À suivre dans un instant, le point de la première session de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation. Les membres du Conseil se sont donné rendez-vous hier à Cotonou pour faire l'état des lieux du système éducatif béninois. On dira aussi également deux mots sur les deuxièmes journées scientifiques hospitalières du Bénin. C'est une initiative du Conseil national de la médecine hospitalière en collaboration avec la Direction générale de la médecine hospitalière des explorations diagnostiques. Au cœur des échanges, la problématique des ressources humaines en santé dans les établissements hospitaliers du Bénin. Détail à suivre. Voici le bulletin. Dans le menu donc du bulletin de l'information, santé, éducation. Mais on va commencer déjà par l'éducation, Ingrid. Les acteurs du système éducatif qui s'invitent et s'activent pour la réussite de l'année académique 2024-2025. À 3 semaines du démarrage de la rentrée scolaire 2024-2025, le Conseil national de l'éducation tient sa première session de l'Assemblée consultative. Le but de cette rencontre est de faire l'état des lieux du système éducatif béninois. Les travaux se tiennent depuis hier à Cotonou, une rencontre à laquelle prennent également part les 3 ministres des divers ordres d'enseignement. Les précisions ici avec Maël Leroux-Bellou. En vue de renforcer les capacités du Conseil national de l'éducation et d'accroître son efficacité, le gouvernement a procédé à une restructuration de l'institution par le décret numéro 2023-411 du 26 juillet 2023. Ce décret a ainsi marqué la création d'un collège composé de 13 membres permanents et d'une assemblée consultative composée de 67 membres, tous nommés en Conseil des ministres. Cette première session de l'Assemblée consultative offre ainsi une tribune d'expression aux acteurs de l'éducation, aussi bien du secteur public que du secteur privé. Une session de l'Assemblée consultative est l'occasion pour ses membres de faire le bilan de l'état du système éducatif national, de discuter des enjeux et des perspectives qu'il expose. Même son pouvoir consultatif, même avec ce pouvoir consultatif, ses opinions, ses avis et recommandations seront fort utiles au développement du CNE et au développement du système éducatif national. En amont des travaux de la première session de l'Assemblée consultative, il a été procédé à l'installation de ses membres sous le regard avisé du ministre d'État, secrétaire à la présidence du Bénin, qui n'a pas manqué de rappeler aux tout nouveaux membres de l'Assemblée consultative la portée de leur mission. Je voudrais, pour la circonstance et au nom du président de la République, vous féliciter pour votre désignation d'abord
et pour votre nomination ensuite en qualité de membre de l'Assemblée consultative, ce qui est une marque de grande confiance placée en vous, qui impose par ailleurs engagement et dévouement pour un système éducatif performant et compétitif au plan international. Cette première session de l'Assemblée consultative s'articule autour du thème « État actuel du système éducatif béninois, bilan et perspectives ». Cet organe du Conseil national de l'éducation a un pouvoir consultatif et se réunit en session unique une fois par an. Les travaux de cette session de l'Assemblée consultative durent 3 jours. Toujours dans le cadre de la rentrée scolaire 2024-2025 prévue pour lundi 16 septembre prochain, les ministères en charge des enseignements primaires et secondaires ont rendu public le calendrier scolaire. C'est à travers un arrêté interministériel en date du 13 mai 2024. Je vous propose ici les grandes dates du calendrier scolaire des établissements publics et privés dans ce récit de Candide Mourinto. Encore quelques jours et les apprenants vont reprendre le chemin de l'école pour le compte de la prochaine année scolaire. Le calendrier scolaire 2024-2025 des établissements publics et privés, des enseignements maternels, primaires, secondaires général, secondaire technique et de la formation professionnelle, à l'exception des lycées techniques agricoles et des centres de formation professionnelle et d'apprentissage, s'ouvre le lundi 9 septembre 2024 par la pré-rentrée scolaire. Une première étape du calendrier qui s'étend sur une semaine et ce jusqu'au 13 septembre 2024. Le premier trimestre débute le lundi 16 septembre 2024 et va s'étendre sur 14 semaines. Ce trimestre prendra fin le vendredi 20 décembre 2024 après les cours de l'après-midi. S'en suivront les congés de fin de premier trimestre du vendredi 20 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025. Le deuxième trimestre de l'année scolaire 2024-2025 démarre le lundi 6 janvier 2025 et va prendre fin le mercredi 16 avril 2025, soit 13 semaines et 3 jours de travail dans lesquels interviennent les congés de détente d'une semaine du 21 février au 2 mars 2025. Suivront les congés de fin de deuxième trimestre du 16 avril au 30 avril 2025. Le troisième trimestre du calendrier scolaire 2024-2025 va du 1er mai au 27 juin 2025 après les cours de l'après-midi, soit 8 semaines et 2 jours de travail. La période des grandes vacances est fixée du vendredi 27 juin 2025 après les cours de l'après-midi au dimanche 14 septembre 2025. À noter que tous les établissements scolaires publics et privés doivent respecter les jours fériés retenus dans ce calendrier. Il s'agit de la fête de Toussaint, le 1er novembre 2024, la fête des cultes et traditions du Bénin, le vendredi 10 janvier 2025, la fête du travail, le 1er mai 2025, la fête de l'Ascension, le 29 mai 2025, et la fête de Pentecôte, le 9 juin 2025. Ils sont aussi appelés à vaquer aux autres jours qui seront déclarés fériés par le ministère du Travail et de la Fonction publique. On parle santé à présent avec Eunice Bali qui nous fait ici le résumé des deuxièmes journées scientifiques hospitalières du Bénin. C'est le Palais des Congrès de Cotonou qui abrite cette rencontre organisée par le Conseil national de la médecine hospitalière. Les réflexions se mènent autour de la problématique des ressources humaines en santé dans les établissements hospitaliers du Bénin. Suivons. Venus de divers horizons, ces spécialistes de la santé sont réunis ici dans le cadre des deuxièmes journées scientifiques hospitalières du Bénin. Au centre des débats de cette rencontre initiée par le Conseil national de la médecine hospitalière, un thème tiré des recommandations de la première édition. Il nous a été recommandé de retenir un thème concernant ces ressources humaines pour la deuxième édition. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes là pour traiter de la problématique des ressources humaines en santé dans les établissements hospitaliers du Bénin.
Plus spécifiquement, il s'agira d'identifier les facteurs facilitant une production en quantité et en qualité des ressources humaines en santé, de discuter des nombreux problèmes de gestion des ressources humaines qui se posent dans les hôpitaux du Bénin, de faire un état des lieux de la démotivation et de la fuite des ressources humaines en santé dans les hôpitaux du Bénin. Selon le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, les ressources humaines représentent un pilier fondamental de tout système de santé. Les professionnels de santé, qu'ils soient médecins, infirmiers, sages-femmes, aides-soignants, sont au cœur de la relation humaine qui constitue un fondement du métier. Il est depuis longtemps établi que les systèmes de santé ne peuvent fonctionner sans ressources humaines qualifiées et que l'amélioration de la couverture des services de santé ainsi que la concrétisation du droit à la santé pour tous dépend de la présence, de l'accessibilité, de l'acceptabilité et de la qualité de ces ressources humaines. Les pénuries du personnel, les conditions de travail parfois difficiles, le burn-out, sont autant de signaux d'alerte sur les difficultés liées aux ressources humaines dans les centres de santé constatés par le ministère de la Santé. Pour pallier cette situation, quelques actions ont été menées par le gouvernement. Au nombre des actions menées, on peut citer l'appui apporté aux écoles de formation pour la réhabilitation des infrastructures, l'équipement et l'octroi de bourses de formation aux enseignants, tout comme aux employeurs. Un personnel bien formé, motivé et épanoui reste en effet la clé d'un système de santé performant et résilient. Nous pouvons également citer le recrutement de plus de 1600 agents en 2021 et récemment encore en 2024, près de 200 médecins généralistes, 100 infirmiers et 100 sages-femmes ont été recrutés dans le cadre du programme Combler les écarts. Par ailleurs, et j'ai le plaisir de vous l'annoncer, de nouveaux recrutements sont en cours de préparation et seront effectifs avant la fin de cette année. Au programme de ces journées qui prennent fin le 30 août 2024, des tables rondes, des conférences et des communications. À suivre maintenant et en image le point de la nuit du sacre de la 16e promotion de l'École nationale des officiers. Les manifestations ont mobilisé autour des officiers sortants, parents et amis. La cérémonie a aussi connu la présence de plusieurs hauts gradés de l'armée béninoise. Les précisions dans les éditions prochaines. C'était le bulletin, Tanguy. Oui, absolument, c'était le bulletin d'information, le tout premier de la journée, puisqu'il y en a d'autres tout au long donc de cette journée du jeudi 29 août 2024, 11h et 16h par exemple. Vous aurez droit à des mini-journaux sur Canal 3 Bénin. Les grandes éditions, c'est 13h, c'est à 19h30 et c'est 22h30. Ingrid, merci beaucoup pour l'exercice ce matin. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, de la suite d'Actu Matin, l'actualité des sports normalement avec Candide Rouentor, bien installé. Candide, bonjour. Tanguy, bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Mais en attendant justement de vous servir les informations sportives, je vous propose d'abord de recevoir notre tout premier invité puisque nous en avons deux ce matin sur la matinale avec diverses actualités. On va donc commencer par le tout premier. Je le présente, Réginald Koumagbé-Afidé, qui est député à l'Assemblée nationale, membre du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement. D'ailleurs, les membres de ces réseaux sont à Cotonou pour un rendez-vous depuis hier pour échanger sur l'avenir de cette organisation. On verra bien de quoi cela retourne. Voici notre invité. Honorable Réginald Koumagbé-Afidé, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle, vous êtes député à l'Assemblée nationale, membre du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement, un creuset dont les membres se sont retrouvés au Bénin pour une assemblée générale depuis hier, précisément. Vous en avez pour 2 jours, hier et aujourd'hui. Merci d'être là ce matin pour nous en parler. Alors, avec les parlementaires, il y a tellement d'organisations, de réseaux, d'associations ou autres qu'on est bien curieux de savoir ce que celui-ci fait de singulier et de pertinent dans l'arsenal, doit dire organisationnel continental. À quoi c'est ce creuset-là que vous avez créé? Merci, monsieur le journaliste. Je vais faire d'abord un petit rappel. D'abord sur le plan institutionnel concernant l'Assemblée, nous avons les commissions permanentes et il y a des commissions ad hoc qui se créent selon les besoins. Il y a également les réseaux que nous avons. Au fait, chaque réseau se spécialise dans une thématique bien précise. Et si vous voyez, donc les réseaux ne se ressemblent pas du tout, il n'y a pas de chevauchement. Une multitude de sortes on se demande à quoi est-ce qu'ils servent et comment ils impactent notre quotidien, nous autres. À beaucoup de choses. Et au-delà même des réseaux, nous avons ce que nous appelons également les groupes d'amitié avec les autres parlements. Okay. Vous voyez. Je vais d'abord rappeler que de l'indépendance des États africains dans les années 60, mais à ce jour, nous constatons qu'au niveau de nos États africains, surtout ceux subsahariens, que chaque fois que le bon régime arrive, tout reprend à zéro, parlant bien sûr des plans de développement. C'est pas spécifique au Bénin. Notre pays, le Bénin aussi, l'a connu comme vous le dites, et quand nous regardons un peu autour de nous, c'est le même cas. Okay. Quand on quitte ce niveau, même au niveau des collectivités décentralisées, de 2003 à ce jour, dans notre pays, nous avons constaté que au niveau de nos mairies, par exemple, quand un maire arrive, il y a cette tendance à tout reprendre à zéro. Voilà, donc c'est pour corriger la chose que l'APNOD, qui est le réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement, a été créé et travaille pour que nous puissions parvenir à une certaine pérennisation et une certaine constance pour ce qui concerne les politiques de développement. Quels sont les buts qui sont visés? Je vais dire que globalement, il y a 3 buts. Globalement, il y a d'abord que nous travaillons à institutionnaliser l'évaluation. Okay. Tout à l'heure, je vais revenir sur la terminologie de l'évaluation, ce que ça signifie. Est-ce que vous voyez? Ensuite, nous travaillons à professionnaliser l'évaluation. Ça deviendra un métier. Et enfin, nous travaillons à constitutionnaliser l'évaluation pour que ça ait un caractère obligatoire. Parlez-nous justement de l'évaluation, puisque vous y insistez. De quoi s'agit-il? Vous évaluez quoi? Merci. Vous savez, parlant du développement, tout part de ce que nous appelons la planification du développement. Le développement se planifie. Est-ce que vous voyez, ce n'est plus du hasard, ce n'est plus qu'on se lève un matin et selon l'humeur du chef de l'État, bon, dit faites ça, non. Désormais, ça se planifie. Et pour cela, notre pays s'est doté de la loi du 20 février 2024 portant sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. Est-ce que vous voyez? Donc ça se planifie. Et chemin faisant, il n'y a pas de planification sans évaluation. Nous devons évaluer pour être sûr que les objectifs escomptés sont d'être atteints. Ceci est très important. Est-ce que vous voyez? Donc là, nous n'allons pas en fait, laisser l'évaluation à qui veut l'exercer. Évaluer, c'est apprécier, c'est juger, c'est analyser. Est-ce que vous voyez? Ceci par rapport, bien sûr, aux résultats escomptés. En quoi est-ce que ce que vous faites est différent de ce que le MAEP a fait sur le continent? Mécanisme d'évaluation par les pairs. Oui. Je m'avais dit d'abord que quand nous regardons la loi qui a été prise par notre pays, qui est bien sûr en harmonie avec ce qui se fait sur le plan continental, il est question d'abord d'institutionnaliser l'évaluation. C'est donc quoi? On aura désormais une structure ou un organe qui va se charger
des questions d'évaluation dans notre pays. Vous allez créer un ministère ou une direction? Il y a le Conseil national d'évaluation qui est déjà mis sur pied par la loi. Et l'évaluation sera rendue obligatoire tant au niveau national qu'au niveau décentralisé. Ça veut dire quoi? Que nous, députés, désormais, nous devons exiger ce que nous appelons les preuves ou les outputs d'évaluation avant de procéder à l'appréciation des dossiers à l'Assemblée nationale. Ceci est très important. Au-delà de ça, le champ d'application d'évaluation, les questions liées au financement de cette activité. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, vous savez, notre pays est expert dans ce que nous appelons le suivi-évaluation. Depuis toujours, notre pays a excellé dans le domaine de suivi-évaluation. Mais nous avons remarqué qu'il n'y a que le suivi qui fondamentalement a été exercé depuis toujours. Or, c'est l'évaluation qui permet de bien visiter les résultats de l'activité, question de réorienter, de réadapter les programmes que nous mettons en œuvre. Au fait, dans notre jargon, nous disons que le suivi, c'est comme la caméra que nous posons sur une activité. De bout en bout, nous voyons comment ça se fait, nous voulons faire 5 salles de classe. Est-ce que c'est fait? Désormais, il faut passer à une notation. Maintenant, nous regardons... Et une influence de la trajectoire, c'est ça? Nous regardons l'évaluation comme un appareil photo, alors que le suivi est vu comme une caméra. Lorsque nous faisons une photo, ça nous permet de nous arrêter, de poser des diagnostics, de voir les positions, clairement, la couleur des têtes, de voir les forces, les faiblesses, question de nous réajuster. Et pour finir, pour avancer vers ceci, il ne serait pas superflu de penser aujourd'hui à la constitutionnalisation. Désormais, la constitution devient un réceptacle où on met tout, finalement. Non, justement, vous voyez, quand nous parlons en griffe de constitutionnalisation, le commun des Béninois ne pense qu'au mandat présidentiel ou au mandat... Moi, je vais même au-delà de ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand quelqu'un ou les intellectuels réfléchissent ou les politiques réfléchissent à quelque chose, il faut forcément que ça se grave dans la Constitution. Finalement, on aura une Constitution de 1000 pages. Pas du tout. Moi, je pense que ce qui devrait avoir sa place primordialement dans la Constitution, c'est ce qui doit faire avancer le pays. Ça fait 10 ans que votre réseau existe. En quoi est-ce que cela a influencé la façon dont, justement, on procède à l'application de politiques publiques et de développement sur le continent? Je vais dire que beaucoup de choses ont évolué. Et les parlementaires africains aujourd'hui n'ont plus le même regard qu'avant sur les questions de politique publique. D'abord, je salue les nombreux ateliers de formation, les nombreuses formations qui nous sont données en la matière. Et pour les travaux au sein des commissions permanentes, pour ce qui touche désormais aux questions de politique publique, je pense que la méthodologie est tout autre. Vous voyez, le parlementaire béninois en particulier est en train de faire de l'expertise. Oui, mais à la fin, il faut que justement l'exécutif aussi soit influencé. Vous avez l'impression vraiment qu'il vous écoute là quand vous parlez de l'autre côté? Merci beaucoup. D'abord, la loi dont il a parlé, la loi du 20 février 2024 était arrivée, mais à l'Assemblée sous forme de projet de loi. Ça veut dire que c'est une initiative du gouvernement. Et vous savez, nous allons voir de deux manières l'évaluation. Le gouvernement a la latitude, la faculté de demander une auto-évaluation pour se réajuster. Ça va prendre un peu la forme d'un contrôle interne. De la même manière, le Parlement également, dans sa mission de contrôle de l'action gouvernementale, peut demander l'évaluation d'une ou de plusieurs politiques publiques afin d'apprécier les efforts que le gouvernement est en train de faire. Alors, les membres du réseau se sont retrouvés à Cotonou depuis hier. De quoi parlent-ils? Oui,
Précisément. Vous voyez, je vais partir de l'exemple de l'UEMOA. L'UEMOA a pris un certain nombre de directives que nos États ont et sont en train d'internaliser. Nous parlons d'internalisation des directives de l'UEMOA, vous voyez, et ceci en vue de l'uniformisation d'un certain nombre de pratiques. Ça, c'est une expérience que je vais prendre comme un exemple. Et ceci dans le droit des affaires, dans plusieurs domaines. Par exemple, ce qui concerne la réglementation bancaire, ce qui concerne les usines. De la même manière, nous travaillons ensemble pour qu'à l'avenir, les États africains aient la même perception, les mêmes pratiques, les mêmes cadres institutionnels, ainsi de suite, concernant, bien sûr, la matière qu'est l'évaluation du développement. Vous voyez, donc là, il n'est pas question qu'un État avance de façon solitaire. Nous travaillons à ce que tous les États émergent dans le domaine ensemble. Question surtout d'éviter l'effet de contagion qui se répand très facilement. Vous savez que certains de nos États africains ont connu successivement des coups d'État. Est-ce que vous voyez? Or, les coups d'État, quoi qu'on dise, quelles que soient les raisons, en matière de planification du développement, pose problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura jamais de retour à la démocratie sans remise en cause des plans de développement mis en place par des mutins. Vous voyez? Donc, nous devons travailler à créer un environnement macroéconomique continental assez solide pour que ce que nous appelons souvent les effets collatéraux soient bien maîtrisés. De même que tous les risques y afférents. C'est important. Vous allez parler de quoi aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui, nous allons parler principalement des questions de la trésorerie de l'APNOD, le financement des activités de l'APNOD. C'est quoi, les parlementaires ont besoin aussi de sous? Les parlementaires, pris individuellement, n'ont peut-être pas besoin de sous, mais l'activité en elle-même a besoin de sous. Et vous allez en discuter ce matin. Vous allez à la fin des travaux. Ce matin à Zalaï Hotel. À la fin des travaux, oui. Quel est le résultat auquel vous vous attendez? Bon, à la fin des travaux, nous attendons une avancée au niveau de l'institutionnalisation de l'évaluation. Nous attendons une avancée au niveau de la professionnalisation. Désormais, nous aurons dans la fonction publique, même peut-être dans le domaine privé, des agents qui ne feront que l'évaluation, des évaluateurs spécialisés. Nous attendons également à la fin des travaux que les premières bases de la constitutionnalisation de l'évaluation soient quand même jetées dans les pays africains qui prennent part aux travaux. Ceci est très important parce que vous voyez, je prends un exemple simple. Le régime en place, quoi qu'on dise, les gens disent beaucoup de choses, mais a le mérite de dire ceci: je travaille, évaluez-moi. Donc c'est important, puisque c'est le gouvernement qui a émis le projet de loi. Okay, donc un gouvernement qui travaille et qui dit: venez m'évaluer. C'est important. Les députés devraient s'en saisir. Et qui est prêt? Ils devraient s'en saisir et initier beaucoup de commissions. Qui a prévu les organes qui sont présidés par les décrets d'application et qui a prévu les sources de financement. Vous voyez, je pense que ceci témoigne de la crédibilité, quoi qu'on dise. Et de l'engagement du gouvernement en place. Et ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Laissez-moi rapidement, parce que j'ai un contrainte de temps. Allez-y, oui, finissez. Donc, au-delà de ça, oui, je pense que notre pays a changé. Tant sur le plan économique, macroéconomique, que sur le plan infrastructurel. Aujourd'hui, le touriste qui arrive à Cotonou,
qui fait le tour. Est-ce qu'on est en train de parler d'évaluation? Évaluation toujours. Et on est déjà en campagne, campagne électorale. Il est perdu. Vous savez, on va lui laisser une boussole pour qu'il se retrouve et des guides aussi. Mais vous savez, quand on quitte du Cotonou, on peut aller jusqu'à la frontière avec le Niger sans traverser un seul nid de poule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... sérieusement là? Ça veut dire que oui. Vous avez pris l'axe Boycon, Dassa. Vous avez vu un peu la forme pâteuse du goudron. Quand je quitte aujourd'hui, quand vous aviez examiné Cotonou, je passe par Porto-Novo, par exemple. Je sors par Kétou, je tombe... Non, prenez plutôt pas mais par exemple, tombez sur le pôle, vous regardez l'état de la voie. Cet axe dont vous parlez, l'axe de Boycon, est déjà aujourd'hui en chantier. Mais je vais dire ceci. Nous avons la ferme conviction que le gouvernement actuel est sur le bon chemin. Donc l'objectif, c'est qu'en 2026, par le biais de l'alternance, que notre pays ne reprenne pas en tout à zéro. Ce n'est pas possible. En tout cas, il n'y aura pas de gouvernement qui reprenne... Ce serait une manière pour nous de nous arriérer définitivement, puisque un programme de développement, c'est pour plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Il ne sert absolument à rien de reprendre à tout bout de champ compte tenu des humeurs. C'est la faute à vous, politiques. Nous population, on est juste là. Réginald Koumaté Afidé, député à l'Assemblée nationale, membre du réseau. Oui. Actu Matin, c'est comme ça. Hein? On va vous proposer un autre programme un peu plus élargi. Vous allez vous mettre à votre aise pour bien développer un peu vos idées que je trouve assez pertinentes ce matin. En tout cas, merci beaucoup d'être venu passer quelques bouts de temps avec moi ce matin. Matinal. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, membre du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement. Vous êtes venu à l'occasion justement de la rencontre, la 9e je crois, de l'Assemblée générale. La 9e, mais ça fait 10e anniversaire. Ça fait 10 ans de l'organisation. Joyeux anniversaire à vous. Merci. À bons travaux. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous également. Prenez soin de vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à l'actualité des sports. Candide, bonjour à nouveau. Tanguy, bonjour à nouveau. Dans le cadre des éliminatoires, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations pour l'édition de 2025 prévue pour se tenir au Maroc, qui va s'ouvrir dans les tout prochains jours, Le sélectionneur des Guépards du Bénin, c'est une conférence de presse, ce sera aujourd'hui même. Évidemment, ça sera ce matin au cours de cette rencontre avec les hommes des médias qui se fera tout à l'heure à 11h dans la salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Il sera question pour le technicien franco-allemand de dévoiler la liste des Guépards retenus pour les 2 premières journées de cette campagne qualificative à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations programmée pour se tenir au cours de cette trêve internationale, faut-il le souligner, pour ces 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025. Le Bénin affronte le voisin de l'Est, le Nigeria, et puis la Libye. Ça sera respectivement le 7 et le 10 septembre prochain au stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Si c'est ce jeudi 29 août 2024 que la liste des Guépards du Bénin sera dévoilée, la liste des Super Eagles du Nigeria, premier adversaire du Bénin dans cette campagne, a déjà été dévoilée depuis lundi dernier. Sur cette liste du nouveau sélectionneur du Nigeria, Bruno Labbadia, on note le retour de leur attaquant vedette Victor Boniface et du capitaine William Strauss-Ekong, eux qui étaient absents lors des récentes sorties du Nigeria. Et bien pour l'ossature, sinon pour la liste des Super Eagles du Nigeria, on ne note pas grand changement, pratiquement les mêmes joueurs que les Guépards ont affrontés il y a quelques semaines dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Entre autres, Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Victor Boniface, Stanley Nwabali, Ola Aina, Moses Simon et bien d'autres joueurs. Allez, ça c'est ce qui concerne, je dois dire, les éliminatoires de la CAN
2025 qui s'ouvre dans les tout prochains jours. On va parler d'autre chose, la phase zonale des Jeux universitaires du Bénin pour l'édition 2024 qui s'ouvre le samedi prochain dans les 12 départements de pays candidats. Mais avant, le tirage au sort de cette phase de la compétition s'est déroulé mardi dernier. Oui, le tirage a été effectué dans les locaux de la salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou à Cotonou. À l'issue de celui-ci, les différentes équipes participantes sont fixées dans les différentes disciplines pour cette phase zonale des Jeux universitaires du Bénin qui sont aujourd'hui à la 11e édition. La composition des groupes dans les différentes disciplines est donc connue depuis mardi. Entre autres disciplines, au football masculin, la première zone est composée de 3 poules. Dans cette première zone, le groupe A est composé de ESAE Parakou, les Koussonou de Parakou, FS de Parakou et HECM de Parakou. Dans le groupe B, on retrouve Flash FA de l'Université de Parakou et l'IFS IO. Et 2 équipes composent le groupe C, dont ESM de Djougou et l'IUEP MA de Djougou. Dans la zone 2, on retrouve l'ESST de Lokossa, INSET Lokossa, USM de Lokossa et INSTI de Lokossa dans le groupe A. Dans le groupe B, on a IUMA d'Abomey, les Koussonou de Boykan, UNSTIM d'Abomey. Zone 3 maintenant, celle réservée aux équipes de l'Atlantique. Le groupe A est composé de l'EPAC, la FASEG et HECM. Le groupe B est pour la FADESP, l'ENAM et la FAST. Puis le groupe C est pour la FACH, le Faucon et l'IFRI. Dans la zone 4, on retrouve les équipes du littoral. On a 2 poules ici. Dans le groupe A, on a ESEP, le Berger, Gaza Formation, Pigier Bénin et HECM Cotonou. Dans le groupe B, on a ESAE Cotonou, Eneam, Igirb, Africa, direction Gouémé. Et là, nous sommes dans la zone 5. Le groupe A de cette zone est constitué de l'équipe du centre universitaire d'Adjara, elle, qui est en compagnie de l'ISM Adonai de Porto Novo, de l'UNA de Porto Novo et Gaza Formation de Porto Novo. Dans le groupe B, il y a HECM Porto Novo, les Koussonou de Porto Novo, IUSTAS et l'INJEPS de Porto Novo. Toujours dans cette 5e zone, les équipes du plateau composent le groupe C. Il s'agit de l'UNA Ketou et l'UNA Sarketi. On s'intéresse maintenant au basketball qui est aussi l'une des 5 disciplines qui sont au cœur des Jeux universitaires du Bénin. Mais on se tourne plus particulièrement vers les hommes. Au basketball masculin, la première zone est meublée de 2 poules. Le groupe A est composé des équipes des Koussonou de Parakou, de la Flash et de la FA de l'Université de Parakou. Dans le groupe B, nous avons ENSPD et l'IFS-IO. Dans la zone 2, la poule A est constituée de l'Insti chez Lokossa, INSET Lokossa et l'USST de Lokossa. Dans le groupe B, il n'y a que l'équipe de l'UNSTIM d'Abomey. Zone 3 à présent. Dans le groupe A, on a la FLAC, la FADESP, l'ENAM et bien entendu l'INE. Dans le groupe B, nous avons l'SKE, la FACH et puis la FSA. Puis le groupe C. Dans le groupe C, il y a la FAST, l'IFRI et la FASEG. Dans la zone 4, nous avons 2 groupes. La poule A est composée des équipes de Gaza Formation, Pigier Bénin et HECM. Dans la poule B, on a bien entendu l'ENEAM qui se trouve en compagnie de la FSS. Dans la zone 5, pour finir, nous n'avons qu'une seule poule et elle est composée de 3 équipes, dont celle du centre universitaire d'Adjara, de l'UNA de Porto Novo et l'INJEPS de Porto Novo. Voilà donc entre autres la composition des groupes des 5 zones dans quelques épreuves dans lesquelles les étudiants vont se mesurer durant plusieurs jours pour décrocher leur qualification pour la phase finale qui aura lieu. Il y aura également au menu du basketball féminin, du volleyball masculin et du handball féminin et surtout de l'athlétisme Tanguy. On change de registre maintenant pour parler de cette sélection junior de badminton du Bénin qui est de retour au pays après sa brillante performance au championnat d'Afrique junior et scolaire couplé avec les championnats d'Afrique de air badminton à Thiès au Sénégal. Durant 8 jours de compétition, les 7 athlètes, sinon les 7 badistes béninois qui ont défendu les couleurs nationales n'ont pratiquement rien laissé sur leur passage dans les différentes catégories. Ils ont décroché plus de 30 médailles. Dis donc. Et donc, quelques jours après la compétition, ils sont de retour au pays. 16 ambassadeurs à ce rendez-vous sportif ont fait leur retour au Bécaye le lundi dernier. Et donc, justement, après cette performance, on doit-on dire, ils ont reçu cet accueil assez intéressant qu'on a là, à l'image
On a un élément pour en rendre compte, justement. On va suivre le reportage réalisé à ce propos. On est tellement heureux qu'on est champion d'Afrique, franchement. Vous ne pouvez pas savoir la joie que ça fait. D'abord, il y avait Dieu devant. Il y avait Dieu, franchement. Dieu était là, il était présent. Et il y avait aussi la détermination. Il fallait être déterminé, donner le meilleur de soi-même sur le terrain. Être champion d'Afrique, c'est une grande chance, je veux dire, face à toutes ces autres équipes qui sont venues pour défendre le pays. Ça a été un honneur pour nous de faire partie des meilleurs et d'être à la tête de l'Afrique. Je dirais que nous étions plus déterminés à défendre notre patrie, à prouver ce que nous pouvions faire pour, et je dirais, élever le niveau. Et voilà. Je dirais que ça a été un travail un peu plus psychologique. Les athlètes se sont remis en question après certains matchs et ils ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes. À l'avenir, nous rêvons d'aller plus, très loin, aller participer aux Jeux olympiques à venir. Le prochain challenge, c'est les Jeux de badminton en île Maurice en novembre prochain. Faut-il le souligner, c'est un total de 39 brûleurs que les badistes béninois se sont offerts à ces championnats d'Afrique junior et scolaire de badminton à Thiès au Sénégal. C'était là un extrait qui parlait justement de la réponse à cette question qui a été posée à la délégation béninoise à leur descente à l'aéroport. Il s'agit bien entendu de comment est-ce qu'ils ont pu réaliser cette belle performance à cette échéance au Sénégal. On va suivre ici le reportage de leur accueil à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou. Apparemment, le reportage n'est pas sous la main. Allez, on va passer peut-être à une autre discipline, Candide. Évidemment, on va parler maintenant handball avec le championnat national des juniors qui se tient à Porto Novo depuis le mardi dernier. La deuxième journée de compétition s'est déroulée hier, mercredi, avec fortune diverse pour les clubs. Il s'agit de la phase finale du championnat national des juniors, édition 2024, qui intervient quelques semaines après celle des cadets déroulée à Parakou. Elle met aux prises 6 équipes de jeunes filles de moins de 20 ans et autant d'équipes de moins de 21 ans chez les jeunes gens. Pour la deuxième journée de compétition dans la catégorie féminine, Épervier a battu Escuf 35-27. Flambeau s'est incliné devant Asso Volcan 9-38, puis Espoir Handball Club a pris le meilleur sur Asso Modèle 30-27. Dans la catégorie masculine, Flambeau a été battu par Asso Volcan 29-26. ASEC a dompté Escuf par un score de 34-26, puis Espoir Handball Club est venu à bout de Asso Modèle par 28-26. À l'issue de cette deuxième journée de compétition chez les jeunes filles, Asso Volcan et Buff Handball Club sont respectivement premier et deuxième au classement avec 4 points chacun. En troisième position, on retrouve Asso Modèle qui compte 2 points après 2 journées de compétition. La lanterne rouge après 2 journées est gardée par Flambeau SC qui totalise 0 match gagné, donc 0 points. Chez les jeunes gens, Asso Volcan mène le débat après les 2 premières journées avec 2 matchs gagnés. Autant de matchs gagnés également pour Espoir Handball Club qui vient en deuxième position. Puis l'équipe de l'ASEC Handball Club est positionnée 3e au classement. Dans cette catégorie, c'est l'équipe d'Escuf qui est classée 6e avec 0 points au compteur. À noter qu'au terme des 5 journées prévues aussi bien chez les dames que chez les hommes, le champion sera l'équipe qui aura terminé en tête du classement dans les différentes catégories. La troisième journée s'ouvre donc dans quelques minutes au stade Charles de Gaulle de Porto Novo chez les jeunes gens. Dès qu'il va sonner 8h, Flambeau sera face à Escuf. À 14h, ASEC va en découdre avec Asso Modèle. Puis 1h30 plus tard, Espoir Handball Club va disputer les unités avec Asso Volcan. Chez les jeunes filles, la première rencontre de la journée va opposer Flambeau SC à Escuf. Ça sera à 9h30. À 11h, Épervier va se mesurer à Asso Modèle. Puis à 12h30, Espoir Handball Club va affronter Asso Volcan. Tanguy, c'est tout pour l'espoir de ce matin. Candide, votre menu était très bien riche et varié. Merci beaucoup d'être passé par ici. C'est moi. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici notre deuxième invité.
Il s'appelle Benjamin Ronton, représentant régional adjoint du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Monsieur Ronton, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Nous allons parler de la pertinence de la rencontre initiée à Cotonou des institutions nationales des droits de l'homme de divers pays. Cotonou est devenue la capitale qui a son œil, la capitale africaine qui a son œil sur les institutions nationales des droits de l'homme. Comment se portent les institutions nationales des droits de l'homme en Afrique aujourd'hui? Alors, je suis bien curieux de savoir, quand on voit un peu l'état des droits de l'homme dans la sous-région avec l'accentuation de quelques phénomènes que vous connaissez très bien, les coups d'État, la question du terrorisme, etc. Les institutions nationales des droits de l'homme, comment est-ce qu'elles vont? Oui, merci, monsieur le journaliste. Effectivement, comme vous l'avez dit, je suis Benjamin Ronton. Je suis le représentant régional adjoint du Haut Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Donc, j'étais d'ailleurs ici avec le représentant régional, monsieur Robert Kouchani, qui a été très rapidement rappelé à Dakar, à d'autres urgences. Oui. Et donc, s'agissant des institutions nationales des droits de l'homme, vous savez, pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la meilleure protection, c'est la protection nationale. Et donc, les institutions nationales des droits de l'homme sont des mécanismes indépendants mis en place par les États pour les accompagner dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Entre autres, œuvrer à la primauté du droit, la légalité, vous voyez. Et donc, pour nous, c'est des partenaires privilégiés que nous accompagnons dans cette mission. Et donc, s'agissant de votre question... De leur santé, comment ça va? Exactement. Il y a aussi d'autres stress. Exactement. La question du Covid-19 qui a quand même engendré quelques coups contre les droits de l'homme, etc. Exactement. Donc, c'est pour cette raison que nous les accompagnons chaque année à faire l'état des lieux de la situation des droits de l'homme dans la région. Vous voyez, et donc cette année, ils ont choisi de se réunir à Cotonou, vous voyez, pour essayer de faire un état des lieux de la situation des droits de l'homme. Donc, entre autres, le thème qu'ils ont choisi cette année, ils ont choisi de réfléchir sur le rôle des institutions nationales des droits de l'homme dans la promotion d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durable en Afrique de l'Ouest. Vous n'avez pas dit quelle est la santé, hein? Oui, évidemment, en termes de santé, vous savez, ces institutions sont classées par catégorie. Quand vous avez le statut A, ça veut dire que c'est une institution qui est véritablement indépendante. C'est le cas d'ailleurs du Bénin, de beaucoup d'institutions dans la sous-région, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, ainsi de suite. Ils sont plus d'une dizaine d'institutions nationales à avoir le statut A. Ça veut dire que c'est des institutions qui sont indépendantes, qui arrivent à mettre en œuvre leur mandat conformément aux principes de Paris qui les a mis en place. Vous voyez, donc, maintenant, ceux qui ont la deuxième catégorie, c'est celles qui ont le statut B. Et ces institutions-là, on essaie de les accompagner. Vous voyez, pour les amener exactement. Donc, ça passe déjà par un travail sur la loi qui met l'institution en place, parce que pour nous, c'est très important. Ça peut être, l'institution ça peut dériver de la loi constitutionnelle, comme ça peut dériver d'une loi ordinaire, mais c'est important que ce soit une loi qui mette en place l'institution. Il y a une troisième catégorie maintenant. Non, pas du tout. C'est le statut A et puis le statut B. Les statuts B, on les accompagne, entre autres, par exemple. Et puis maintenant, si on veut parler d'autres statuts, il y a des institutions qui ont été dissoutes carrément dans la sous-région à la suite de situations que vous connaissez. Par exemple, en Guinée, ça a été totalement dissous, au Niger, ainsi de suite. Voilà. En se réunissant à Cotonou depuis le début de la semaine, les institutions réfléchissent aussi à comment travailler pour mieux servir la cause des droits de l'homme. L'une des faiblesses énumérées par l'une des participantes à cette rencontre, c'est le défi de financement sain des activités de ces institutions-là. En quoi l'état actuel des choses est un poids ou une difficulté pour les institutions? Oui, c'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire le défi de financement. Dans un premier temps, il est important que l'institution soit indépendante. Quand l'institution est indépendante, tout ça, là, le financement de l'institution, c'est déjà défini par la loi. La source de financement est déjà définie par la loi qui crée l'institution, qui assure son indépendance financière. Donc, tout ce qui est... C'est pourquoi on est surpris qu'on parle aussi de financement aujourd'hui, puisque les lois ont déjà clairement, je dois dire, qu'est-ce qui se passe? Oui, exactement. Il y a d'abord les dépenses de financement, de souveraineté. Il faut que l'institution existe, que l'institution puisse rayonner sur le territoire national. Ça, c'est très important. Deuxièmement,
il y a beaucoup d'activités qu'il faut mettre en place, vous voyez, pour pouvoir accompagner l'État dans les politiques publiques de promotion et de protection des droits de l'homme. Et vous savez, en ce moment, la rareté des ressources, c'est partout au regard du contexte international. Donc, c'est d'ailleurs ce qui justifie le partenariat que nous avons avec ces institutions nationales-là pour mieux les accompagner. Et nous le faisons ensemble avec l'UNOAS, qui est le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, et puis la commission de la CEDEAO. Donc, c'est ensemble que nous les accompagnons pour qu'ils puissent mieux mettre en œuvre leur mandat sur le terrain. Alors, on a l'impression que chaque institution nationale est bien enfermée dans son cadre géographique, alors quand même que la matière dont elle traite est une matière, je dois dire, transversale, universelle, et qui n'a pas de frontières. Est-ce qu'il ne faut pas travailler justement à ce qu'il y ait une bonne intelligence entre les différentes institutions nationales afin qu'il y ait une meilleure défense des droits de l'homme dans la sous-région? Vous avez totalement raison. C'est d'ailleurs ce qui justifie la mise en place de ce réseau. On parle d'institution nationale des droits de l'homme, ouais, et donc qui évolue sur un territoire bien déterminé dans un pays précis. Mais c'est important également tout ce que nous en dirons aujourd'hui en termes de problèmes des droits de l'homme. Vous voyez, la question du terrorisme, c'est une question transnationale, la question de la migration, beaucoup d'autres questions. Ouais, sont devenues des questions transnationales. Donc, c'est ce qui justifie d'ailleurs la mise en place du réseau et le soutien que nous apportons au réseau pour que ce travail se fasse dans un cadre régional, que les gens qui viennent, qui puissent discuter ensemble, partager les expériences, quelles sont les bonnes pratiques que d'autres rencontrent et qui puissent partager avec les autres, quels sont les défis que les gens rencontrent, qui puissent partager aussi les autres et puis trouver des solutions communes pour pouvoir avancer. C'est ça l'objectif essentiel de cette rencontre de Cotonou, sur laquelle nos partenaires des institutions nationales des droits de l'homme se pensent à Cotonou. Comment vont les droits de l'homme en Afrique de l'Ouest, à votre avis? Oui, comme je vous l'ai dit tantôt, je crois que c'est évident que la question de la paix et de la sécurité est une préoccupation particulière pour tout le monde, la question du terrorisme. Mais entre autres aussi, nous avons les droits économiques, sociaux, culturels, les institutions nationales des droits de l'homme, ils ont discuté par exemple de la question du droit à l'éducation. De l'éducation de l'enfant. Absolument, absolument. Le droit à l'éducation, comment faire le plaidoyer pour que des ressources conséquentes soient affectées au secteur de l'éducation, pour pouvoir assurer l'éducation des enfants. Et le phénomène qu'on a aussi noté, c'est beaucoup plus le phénomène des enfants de rue qui s'amplifie dans tous les pays de la région. On s'était dit que les institutions ne s'intéressent qu'à des questions comme la démocratie, exactement, la prison exactement, et autres. Exactement. Vous invitez dans le débat de l'éducation, fondamentalement. Absolument. Oui, mais quel est l'état justement des lieux en matière d'éducation de l'enfant en Afrique de l'Ouest qui vous oblige à en faire, je dois dire, un sujet au cœur de vos échanges à Cotonou? Oui, exactement. C'est parce que les institutions nationales de droits de l'homme qui ont fait l'état des lieux, parce que c'est le réseau qui a fait l'état des lieux, oui, qui a estimé que il était important qu'ils puissent se pencher sur la question de l'éducation, parce qu'ils estiment que l'éducation, accompagner le gouvernement à mieux s'intéresser au secteur de l'éducation, ça peut contribuer à la qualité du débat au sein des sociétés pour que les enfants ne constituent pas des proies faciles pour les groupes terroristes. Vous voyez, mieux les enfants sont éduqués, mieux ils sont orientés par rapport à... Et à Cotonou, vous parlez aussi du développement durable. C'est quoi le lien entre droits de l'homme et développement durable? Exactement, droits de l'homme et développement durable, il y a effectivement un lien. L'essentiel, c'est qu'il est important que le développement puisse être basé sur les droits. Vous voyez, c'est quoi le développement basé sur les droits? C'est que, vous savez, nous accompagnons, les gouvernements à ratifier un certain nombre d'instruments. D'ailleurs, tous les pays de la sous-région ont ratifié les principaux instruments internationaux des droits de l'homme. Et maintenant, il est important d'accompagner ces pays. D'abord, dans la ratification. Si l'instrument est ratifié, il faut que ça soit harmonisé avec la législation interne. Vous voyez, et puis maintenant, faire le suivi pour sa mise en œuvre effective, la jouissance effective de ces droits-là. Et ce n'est pas seulement les droits civils et politiques que nous connaissons, vous voyez, mais également les droits économiques, sociaux et culturels. Donc la question de l'éducation, nous avons parlé, la question de la santé, ainsi de suite. Ces institutions sont là pour accompagner, pour
soutenir, faire le plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour que priorité soit donnée à ces secteurs qui accompagnent vraiment le développement durable de nos pays. En 2 mots, qu'est-ce qu'on retient du rendez-vous de Cotonou? Oui, du rendez-vous de Cotonou, je pense que il a été question pour ces institutions nationales de mieux, de se concerter davantage au regard des défis de plus en plus croissants des droits de l'homme. En termes de partage d'expérience, nous avons par exemple les INDH du Mali, les représentants du Mali, qui ont pu partager avec les autres leur expérience de comment ils gèrent le cadre de concertation qu'ils ont pu créer, vous voyez, pour pouvoir dialoguer avec toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse du gouvernement, de l'armée, ainsi de suite, afin de faire le suivi des questions difficiles, hein, des droits de l'homme dans des pays de transition, vous voyez, ou bien dans des pays en crise. Vous voyez, donc ça, ces genres d'expérience, c'est important pour que les autres aussi puissent avoir accès à ces informations-là pour être préparés en conséquence au regard de l'évolution de la situation dans la région. Donc pour moi, je crois que c'est la valeur ajoutée de Cotonou, c'est qu'ils ont pris cette résolution de faire un certain nombre de suivis par rapport aux préoccupations des droits de l'homme, sur les questions de santé, sur les questions d'éducation, sur les questions d'entreprises et droits de l'homme, vous voyez, des entreprises qui s'implantent dans nos pays et qui, il est important pour eux qu'ils puissent suivre un certain nombre de préoccupations liées aux droits de l'homme, respect un certain nombre de règles, hein, liées aux entreprises. On ne vient pas s'installer seulement, il faudrait quand même que quelques dispositions légales puissent être respectées conformément aux engagements pris par nos différents pays. Benjamin Ronton, représentant régional adjoint du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. Merci, monsieur le journaliste. Bonne journée. Plaisir. Mesdames et messieurs, on va maintenant chercher à savoir, hein, ces 7 derniers jours au Bénin, qu'est-ce qui s'est passé sur la toile, qu'est-ce qui a retenu l'attention des internautes. Voici votre rubrique consacrée à la matière. C'est la rubrique de jeudi matin. Florence Bossa, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Allez, quels sont les sujets qui ont intéressé les internautes et quelles ont été leurs différentes réactions à propos? Eh bien Tanguy, pendant que l'affaire arrestation du Steve Amoussou, chroniqueur béninois, connaît un rebondissement, le Nigeria accuse le Bénin, le Togo comme manutentionnaire de faux diplômes à ses ressortissants. Le traitement de ces sujets et bien d'autres par les réseaux sociaux, c'est ici et maintenant. Les Béninois ont entamé cette semaine avec l'affaire Steve Amoussou, chroniqueur Frère Onvi, qui a offert de nouveaux développements. Le dimanche 25 août 2024, la justice togolaise a fait des révélations sur le dossier à travers un communiqué lu à la télévision nationale. Selon ce communiqué signé du procureur de la République togolaise, au total, 6 personnes, dont 3 Béninois, sont supposées être des ravisseurs de Steve Amoussou, enlevés dans la nuit du 12 au 13 août 2024 dans la capitale Lomé. Un internaute pense tout simplement que les appréciations et des notes de la justice togolaise ne sont pas de nature à bien élucider cette affaire qui n'aura que le mérite de refroidir davantage les relations entre le Togo et le Bénin qui se regardent en chien de faïsance depuis quelques années. L'autre actualité qui a tenu en haleine les internautes cette semaine, c'est l'annonce du premier responsable de l'éducation au Nigeria. Le ministre Taï Mamon, participant à une émission politique le dimanche 25 août dernier, a indexé le Togo et le Bénin comme auteur d'une bagatelle de 22 500 faux diplômes délivrés à des ressortissants nigériens. Déjà en janvier dernier, les autorités nigériennes avaient signalé cette situation, ce qui n'avait pas plu aux autorités togolaises. Cette actualité est massivement commentée dans le rang des internautes. La rigueur et le sérieux de l'éducation du Togo est bafoué. La faute provient en majorité des universités privées. Les dirigeants africains dirigés par l'Occident n'ont aucune chance de développer l'Afrique. On ne développe pas une nation avec le faux. Délivrance de faux diplômes à plus de 21 000 Nigériens au Bénin, un gros scandale qui ternit l'image de notre système éducatif. Un Facebooker dit tout simplement « Talon vient ». Le retour des vacances gouvernementales s'annonce palpitant.
La recrudescence des cas d'accidents à Cotonou et environ a également retenu l'attention des internautes. Un grave accident de la circulation a fait au moins 2 morts ce lundi 26 août 2024 à Porto Novo. Il s'agit selon les témoignages d'un camion qui aurait écrasé par imprudence une motocycliste avec son bébé au dos. Les deux ont succombé sur le champ selon un usager témoin du drame. Ce drame, un énième cas qui s'est produit en moins d'une semaine sur plusieurs routes inter-États au Bénin, a fait sortir plusieurs internautes de leur silence. Des cas d'accidents mortels à répétition ces derniers temps, mais cela ne semble pas préoccuper nos autorités. La plupart des conducteurs et ces camions sont très jeunes. Ils prennent les pilules et l'opium afin de se doper pour prendre le volant. Ce carrefour a besoin d'un feu tricolore. Si le gouvernement du Bénin peut interdire aux chauffeurs de camions de rouler en pleine journée. Terminons par cette actualité sportive. Du 28 août au 8 septembre, plus de 4400 athlètes issus de 167 comités paralympiques participent à des compétitions dans 22 sports. Parmi eux, 2 Béninois. Sur les réseaux sociaux, maints sont les internautes qui ont laissé des messages d'encouragement à l'endroit de ces sportifs en situation de handicap. Voici quelques-uns. Ces athlètes sont une source d'inspiration pour nous tous, démontrant que chaque individu a un potentiel incroyable, peu importe les défis qu'il rencontre. Les Jeux paralympiques de Paris sont un moment inspirant qui met en lumière les incroyables capacités des personnes en situation de handicap. Une occasion de célébrer le talent des athlètes en situation de handicap. Au-delà de la compétition, ces Jeux constituent un moment précieux pour sensibiliser et promouvoir l'inclusion. Une énorme pensée pour tous ces athlètes qui ont beaucoup de mérite. Les athlètes paralympiques sont plus méritants et plus courageux que le commun des mortels. Eh bien, Tanguy, voilà certaines réactions des internautes sur ce sujet de l'actualité. Il n'y a pas eu que des réactions des internautes, en tout cas, lors de votre immersion dans l'univers des réseaux sociaux, Florence. C'est bien cela, quelques vidéos et challenges pour arracher le sourire aux amis téléspectateurs, mais surtout sensibiliser. C'est parti. Lord, to be mumu, you think say they wise? You are a mumu. Bonjour, je suis témoin de Jéhovah. Est-ce que je peux entrer pour vous parler de Dieu? Oh, vous êtes sourd. D'accord, passez une belle journée. Merci, vous aussi. Pardon? Monsieur Harold, que représente AC pour le triangle? Le diamètre. Le diamètre. Le diamètre, oui. Ça fait quoi? La longueur, tu vois ta vie. C'est le pi. C'est le pi. On est dans cercle ici. Oui. Mon niveau est domi. Il me donne une dernière ça. Où est là? Elle verra de quelle boîte je me chauffe, de quel parfum je me baume. On ne me principe pas, Gandhi. Bonsoir, monsieur. Vous n'avez pas vu le fondé? Tu m'as salué en pagaille? Non. Vous osez me saluer en pagaille? En tant qu'élève et en tant que le fondé? M'a créé cette salle? Désolé. Vous venez étudier? Non. Il y a le savoir-faire. C'est vous le monsieur de quoi? Monsieur Lucas, monsieur le professeur de mathématiques. C'est vous le professeur de mathématiques? Vous avez porté une boucle d'oreille. Vous êtes le professeur de mathématiques, mais vous avez porté une boucle d'oreille. Claquer tout le monde dit, claquer tout le monde. Et dans le quand c'est Pythagore de Montales, à non où bon bien confiant, au lieu d'écrire compte de révolution tableau, à non Hawaii. Et puis la prochaine fois, vous portez une chemise repassée, monsieur. Vous portez une chemise repassée. Je vous paye 25 000 le mois. Je vous paye 25 000 le mois. Très bien, parce qu'il faut parler sur nous. Ouais, donc là, revenez-nous. Asseyez-vous. Merci, Fondé. Désormais, le médecin n'est pas mon. Ce n'est pas irrespectueux, il est dimanche. Il est bévon, il est délinquant. Assia. Très bien. Bien, j'étais au comptoir tout à l'heure. Quand cette vieille maman était venue chez moi, elle dit que, il m'a donné le quatrième commandement de respecter ton père et ta mère et dérober. Puis ton béni, c'est quitté. Très bien.
Bernice, vous êtes Kim Kardashian ou bien vous êtes Regina Daniels? Non, monsieur. Très bien. Maman, tu es Medjiwe, 9 mois, tu es homme ombilical, placenta. Tanguy, as-tu su le net? C'est l'essentiel à retenir. Très intéressant, Florence Moussa. Passez une très bonne journée. Hein? À jeudi prochain. Mesdames et messieurs, on va parler droit maintenant. Voici William Cliquant. On parle du code des personnes et de la famille du Bénin en évoquant justement quelques aspects peu connus, des droits consacrés. William Cliquant, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. On poursuit donc dans l'instant droit sur Actu Matin cette série de présentations du code des personnes de la famille. On célèbre donc toujours... J'avais parlé de 10 ans. Les 20 ans donc de l'entrée en vigueur de cette loi ici au Bénin. Aujourd'hui, on va évoquer un peu la connaissance de ce test. D'ailleurs, première question, les Béninois connaissent-ils vraiment ce code? Avez-vous l'impression qu'ils sont habitués justement à ce test-là? Si oui, combien sont-ils? J'ai envie de vous répondre, mais je vous laisse suivre. Vous connaissez le code des personnes? Vous connaissez quelle loi de la République par exemple? Aucune. Pardon, vraiment. Connaissez-vous le code des personnes et de la famille? Le code des personnes et de la famille, ce n'est pas quelque chose qui existait avant, mais c'est récemment qu'ils ont institué cela. C'est ce que je connais d'abord. Qu'est-ce que vous en savez? Bon, ce que je sais dedans, c'est... On sait par exemple que... En fait, c'est un document. C'est un document, en fait. C'est un... qui parle de la vie, de la conduite que le couple doit tenir, et tout en respectant la loi. Bon. Vous connaissez une règle particulière, par exemple un droit que cela confère à un enfant, à une femme ou à quelqu'un? Vous en savez quelque chose? Non. Mais je sais qu'aujourd'hui, dans le foyer, en termes de dépenses, l'homme doit contribuer 50% et la femme 50%. Allez, rassurez-vous, le code des personnes et de la famille n'a pas dit ça. C'est une petite illustration, Tanguy, du niveau de connaissance de ce texte de loi ici au pays. Et ça révèle toute la taille du drame quand des citoyens se retrouvent devant le juge. Vous voyez, alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que disent les tests de la République. Je crois que cette affaire de nul n'est censé ignorer la loi devrait vraiment amener les personnalités, les institutions à travailler, à faire connaître davantage les lois qui se votent là-bas. Le Parlement aussi doit travailler, c'est vrai qu'ils font quelque peu, mais travailler à faire connaître toutes les lois qui se font, qui sont votées là-bas à Porte-Nouveau après le pont. Vous dites qu'il y a plusieurs aspects très peu connus de cette loi, William. Justement, jeudi dernier, on a abordé des aspects connus, la question du régime matrimonial, de la femme, de la protection de la femme, on l'a évoqué de long en large. On a fait le débat sur le parcours, les différentes luttes qui ont amené à l'adoption du Code des personnes et de la famille. Mais à entendre Code des personnes et de la famille, il n'y a pas que la femme, la protection de la femme à entendre, où la femme fait sujet de droit au même titre que l'homme. Il y a des aspects très peu connus, comme la question de l'état civil. Et pour ça, il faut lire le Code des personnes et de la famille. Il y a la question de l'existence légale des personnes physiques. Avant le Code, avant 2004, c'était un gros dossier, une grosse difficulté ici au pays, ici au Bénin. Et j'aimerais vous inviter à suivre une des personnes ressources abordées, approchées du moins dans le cadre de cet anniversaire des 20 ans du Code des personnes et de la famille. Il s'agit de Claire Onga-Yemona. Je vous l'ai dit jeudi dernier, elle est au fait de cette loi pour avoir été ministre de 2001 à 2003, ministre en charge de la famille, magistrate à la retraite. Elle revient justement sur ces aspects que nous ignorons du Code des personnes et de la famille, notamment aussi relativement aux droits des enfants, les obligations qui leur reviennent également dans ce Code. Avec le Code, on a essayé de rétablir un équilibre
entre les droits de la femme et les droits de l'homme. On a essayé de mettre des dispositions qui protègent pas seulement la femme, mais aussi l'homme et les enfants. On a essayé de définir les types de relations entre les parents et les enfants, parce que dans la famille, il n'y a pas que l'homme et la femme, mais il y a surtout les enfants qui sont issus de l'homme et la femme, qui entretiennent ou doivent également entretenir une relation avec les parents. Or, souvent, quand on discute des questions de couple, on oublie les droits des enfants. Donc, le Code des personnes a essayé quand même de mettre un accent sur ces rapports horizontaux entre les époux et verticaux avec les enfants, sur les obligations des parents, des deux parents vis-à-vis des enfants. Ce n'est plus seulement le père qui est responsable de l'enfant, mais la mère est aussi responsable de l'enfant. Ce n'est plus seulement le père qui doit pourvoir aux besoins des enfants, mais la mère aussi doit pouvoir contribuer à l'éducation et au bien-être de l'enfant. Le Code a également mis l'accent sur les devoirs de l'enfant, même si par la suite, cela a été plus prononcé dans le Code de l'enfant. Parce qu'on parle souvent des droits de l'enfant, mais un enfant n'a pas que des droits. L'enfant a aussi des devoirs vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de sa communauté. Et vous savez, le Code, c'est vrai, aucun test n'est parfait. Et le Code a prévu des dispositions qui ont réglé pas mal de problèmes. Il y a eu des évolutions. Quand je prends par exemple la question des personnes, on est habitué à vivre sans une existence juridique, sans avoir d'acte de naissance. Et c'est quand on est dans le besoin qu'on va s'en fabriquer un acte, qu'on va s'en fabriquer d'une certaine manière. Avec le Code des personnes et de la famille et les lois qui ont suivi pour modifier, la question de l'identification de la personne est en train d'être réglée. La question de la preuve de l'existence juridique de tout être humain est aujourd'hui en train d'être réglée au Bénin, même si de temps en temps, il y a encore des problèmes à régler. Et c'est pour cela que, comme l'ont dit nos experts, chaque famille doit avoir un code des personnes et de la famille. Absolument. William Cliquant, merci beaucoup. Allez, pour jeudi, on a droit à quoi? Jeudi, on va parler de l'évolution de ce code. Vous savez qu'il a été modifié en 2021 par des lois. Entre-temps, il y a eu des Béninois qui ont dû ester ou à traire le Bénin devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, quand c'était encore possible, qui ont eu de croustillantes décisions qui, entre-temps, ont permis d'enlever une certaine rupture d'égalité dans le Code des personnes et de la famille. On va revenir là-dessus jeudi prochain. Merci William. Ne bougez surtout pas, puisqu'on fera nos échanges matinaux tout à l'heure. Mais en attendant, je vous propose, mesdames et messieurs, qu'on souffle un peu. Profitez des Corsair Days et envolez-vous vers Paris et 19 villes de province à partir de 421 460 CFA aller-retour hors frais de service. Alors retrouvez-nous vite sur flycorsair.com et en agence de voyage. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Allez, de retour, hein? La pause a été brève. Dis donc, William nous contraint, un autre William, hein, parce qu'il y en a plusieurs à Canal. William nous a contraint à reprendre rapidement par ici. William est déjà là, installé. William, merci d'être resté sur place. Franck, bonjour. Bonjour. Ce matin, on va un peu parler, je dois dire, de la reprise des activités au niveau donc du gouvernement. Après quelques semaines de break, les choses sérieuses vont reprendre à partir de lundi prochain.
Quelles sont les urgences sur la table? On va les évoquer et voir un peu quelles pourraient être éventuellement les postures du gouvernement par rapport à ces sujets-là. On va commencer déjà par un sujet qu'on a évoqué par ici, Franck. C'était le lundi dernier, la rentrée. On sait que ça va être la priorité des sujets. Absolument, ça va être la priorité des sujets. Je sais que l'essentiel a été fait à travers les informations qu'on nous a fournies avant même d'aller en congé. Il y a eu des arrêtés qui ont été pris. Il y a eu même pendant ces congés le CNE qui valide, disons, pratiquement tout ce que l'on fait au niveau de l'éducation dans notre pays, qui a tenu sa séance préparatoire. Il y a eu également les mutations, même si ce n'est pas terminé, le processus est en cours. Mais je pense qu'à leur retour, les ministres et puis sous l'égide du chef de l'État devraient se pencher sur véritablement les grandes... Enfin, ce qui reste à faire. Ce qui reste à faire, c'est le démarrage effectif de la rentrée dans de bonnes conditions, la situation des AME, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes, disons, à cette rentrée-là, les primes qui seront payées, qui devraient faire objet de préoccupation, les primes de rentrée. Et puis j'ai lu en filigrane quelque part que les syndicats inviteraient à une grève générale à la reprise. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que le gouvernement en pense? Quelles sont les dispositions prises pour rassurer ces parents-là qui dépensent actuellement pour apprêter les enfants pour reprendre le chemin des classes? Il faut bien rassurer l'opinion publique sur ce qui sera fait à partir du 16 prochain. Donc je pense que, comme vous l'avez dit, ce sera la priorité de l'heure. Et dès les premières heures de leur reprise, les membres du gouvernement devraient s'y consacrer. William? J'ai eu comme impression que les ministres des trois ordres de l'enseignement n'ont pas vraiment eu de vacances. Vraiment eu de vacances. Parce que, vous savez, celui de l'enseignement secondaire recevait les apprenants revenus des Olympiades pendant les vacances. Il y avait orientation scolaire. Il était aux côtés de celle en charge de l'enseignement supérieur. À part le MAMP, j'ai comme impression qu'il y a le MAMP aussi, peut-être ce n'est pas médiatisé. Tous au niveau du CNE aussi. Justement, le CNE qui a commencé son atelier hier. Donc j'ai comme impression qu'ils n'ont pas vraiment eu droit à des vacances. Sinon, ils en ont eu de courte durée. Au niveau de leurs vacances, c'est normal, la période s'y prête, c'est davantage une période d'activité pour eux. Hier, on en débattait à la rédaction. L'école ferme à peine quelques petits jours après les résultats, mais rouvre déjà avec les cours de vacances par endroit. Sinon, la préparation de la rentrée pour l'année à suivre. La rentrée est le principal sujet pour moi. Côté éducation aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a vraiment urgence? On a l'impression, comme vous l'aviez dit, l'administration tourne. Même les patrons de ces départements ministériels étaient sur le terrain. Donc, rien ne s'est arrêté dans le fond. Donc, en principe, il ne devrait pas avoir d'urgence. Non, mais le rythme ne sera plus le même. Parce que c'est un des départements ministériels, ou ce sont les départements ministériels qui regorgent le plus d'agents de l'État. Donc, le travail va reprendre à un rythme un peu plus conséquent, un peu plus grand. Et à cette vitesse, il faut ajouter la petite peur, qu'on le veuille ou non, qui naît avec l'annonce de la grève. C'est peut-être un effet d'annonce. C'est peut-être de la diversion. C'est peut-être pour créer le débat, créer de petites polémiques, revenir à ces vieux sentiments. À l'époque où on ne savait pas... C'est quoi? Vous n'y croyez pas? Je n'en ai pas encore vu depuis les très grandes restrictions relatives aux droits de grève. Donc, je suis peut-être bien loti à être sceptique. Mais la question va se discuter. On revient, il n'y a pas si longtemps, d'un cadre de concertation, de dialogue social entre gouvernement et partenaires sociaux un peu avant les vacances. C'est sûr et c'est clair qu'il y a eu très peu d'actes convaincants ou de promesses tenues pour qu'on en arrive aujourd'hui à brandir une menace comme la grève. Est-ce que c'est de nature à entacher le déroulement ou l'entame de l'année académique? On attend de voir la tournure que les événements vont prendre dans les prochains jours. Mais il y a une évidence, l'éducation, notamment la rentrée scolaire, c'est une des principales. Et Franck parlait des mutations. Jusque-là, des gens sont suspendus.
des enseignants sont suspendus aux lèvres, sinon au stylo, à l'encre et à la plume des ministres concernés. Bon si la rentrée gouvernementale peut fouetter un peu, je dois dire, le rythme un peu, certainement qu'il y aura une certaine fébrilité par rapport justement à cette annonce de grève. Mais est-ce que c'est évident que l'annonce va perturber outre mesure, je dois dire, l'administration, puisqu'elle sait que, bon, à tout casser, en tout cas, ils n'en auront que pour 10 jours, Franck. Non, les 10 jours, c'est comme s'ils commencent un lundi et ils finissent l'autre mercredi. Et puis c'est fini. Ça, bon, donc, ça fait pré-rentrée et puis c'est fini. On dit 10 jours au cours de l'année. Oui, de l'année, c'est fini. Ça veut dire que même s'ils commencent le 16 là, peut-être qu'ils vont faire une journée et après reprogrammer une autre grève. Non, moi je pense que ça n'aura pas grand effet parce que d'autres leur diront, écoutez, c'est le début de la rentrée, moi je ne vais pas me prêter à ce jeu, je vais aller dans les salles de classe. Et on en a déjà entendu déjà au Bénin des gens qui se désolidarisent très rapidement lorsque ils ne voient pas la pertinence. Pour moi, un jour de la rentrée, c'est vrai, pour faire effet, pour essayer d'attirer l'attention des autorités, c'est un bon moyen. Mais est-ce que le premier jour ou le début de la rentrée, c'est le bon moment pour jeter tout après 2 mois de vacances? Non. Quand on pense à soi-même, il faut penser aux autres. Il faut penser à ces enfants-là qui, tout joyeux, ont envie de retourner, de revoir les camarades, de reprendre les cours. Et certains enseignants qui ne sont ni syndicalistes, qui ne sont rien et qui veulent tout simplement accomplir leurs obligations. S'il y a des problèmes, je pense qu'il faut les poser, il faut les mettre sur la table et en discuter. Parce que si les enfants vont le premier jour de la rentrée, je suppose que la grève est respectée et ils retournent à la maison sans rien faire, ça peut les replonger dans une ferveur de paresse où on pense qu'on a encore quelques heures pour se reposer comme on l'a fait pendant 2 mois. Il faut être réaliste, il faut être, disons, il faut prendre en compte tous les paramètres lorsque cette décision-là, on est obligé de les prendre. Je pense que pour cette fois-ci, en tout cas, c'est encore à l'effet d'annonce. J'espère qu'ils ne mettront pas à exécution leurs menaces et que nous aurons un beau démarrage de la rentrée, quitte à eux de revoir encore 2-3 semaines après, 1 mois, ce qu'il faut faire comme action pour essayer de poser leurs préoccupations aux autorités. Pourquoi est-ce que ce sont les enseignants qui devraient, ma foi, revoir leur posture quand on sait que depuis que la loi a été votée, qu'il n'y a pas eu de perturbation outre mesure dans, je dois dire, l'agencement et l'organisation de l'emploi du temps du gouvernement à satisfaire les revendications et les desiderata des enseignants? Pourquoi est-ce que c'est eux aujourd'hui qui doivent faire des concessions, William? Ils ne sont pas tenus, justement. Et on les a vus démontrer la pertinence de leurs actions de débrayage longtemps ici aujourd'hui. Moi je dis, quittons les bruits de couloir, parlons des mobiles, parlons des raisons qui amènent à débrayer, à faire grève. Et en toute pertinence, on peut analyser. On sait, il y a un sentiment qui plane depuis quelques années, c'est que les problèmes sont couvés, entretenus, caressés à la limite, sans jamais réelle solution. Et là-dessus, ils se plaignent tous les ans, ils reviennent là-dessus. Si c'est de ce point de vue, parlons-en, animons les débats. Actu Matin est ouvert pour les recevoir et en discuter. Il y a aussi une chose, vous savez, je ne suis pas de ceux qui pensent que parce qu'on n'a que 10 jours, on ne fait pas grève. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent non plus que la grève, il faut y aller juste parce qu'on a envie de montrer qu'on est mécontent ou qu'on a envie de faire passer un message. Donc, de ce point de vue, il y a à discuter de la pertinence des actions. Mais ils ne sont pas tenus d'être ceux qui font la concession première pour le démarrage, pour l'année scolaire. Si tant est que de meilleures conditions vont venir dans l'école béninoise après ces revendications, parce qu'il y a motion, il y a revendication avant de rentrer dans les rues. Ils ont appelé à des grèves de 72 heures, de 48 heures qui n'ont pas marché jusque-là. Je ne les ai vus prospérer dans leur initiative, ces syndicats, ces dernières années qu'au niveau des marches. Donc j'attends alors de voir ce qui est prévu.
Ben, côté terrain, c'est vrai qu'il y a quand même un travail qui a été fait pour un peu voir le cas dans lequel les écoles sont créées, etc. Mais il y a quand même un travail qui doit être fait afin d'éviter la scène à laquelle on a assisté cette année, où des apprenants qui croyaient bien faire en allant s'inscrire dans une école ont découvert à la fin qu'ils ne pouvaient pas être présentés à l'examen. Il y a un profond travail à faire au niveau surtout des écoles privées, Franck. Oui, moi j'appelle ça, si on doit parler même de la rentrée, c'est à ce niveau qu'il faut le faire. Parce que, vous voyez, j'ai vu un journal titré aujourd'hui, rentrée scolaire, les parents d'élèves, la vache à lait au niveau des privés. Ça c'est... Je crois que c'est la dépêche. Non, pas la dépêche. Le déchaîné du jeudi. Du jeudi. Ça c'est le titre, il est bien trouvé, très bien inspiré, parce que actuellement, ce qui se passe au niveau des privés, franchement, les gens n'ont pas tort de faire recours au privé pour qu'on éduque leurs enfants, pour qu'on instruise leurs enfants. Mais c'est un peu comme si, chez eux, ils ont leur loi à part et il y a une loi pour ceux qui sont dans le public. Non, ils devaient avoir, à mon avis, une certaine... des réserves qu'on doit faire par rapport au traitement qu'on réserve aux parents. On veut tout avoir des parents. Vous les voyez... surtout au cours de l'année, il y a des faux frais qu'on crée. Justement, parlant de déchaîner du jeudi, voilà. La caricature illustrait bien ce dont vous parlez. Madame la directrice, ça c'est le parent d'élève qui demande 100 000 francs CFA pour caution de réussite. Ça veut dire quoi? Et à la directrice d'expliquer, si votre enfant réussit à l'examen en fin d'année, l'école va utiliser les 100 000 francs CFA pour célébrer son succès. Mais s'il échoue à l'examen, la caution de 100 000 sera confisquée comme pénalité pour préjudice à l'image de l'école. Ça ne veut rien dire, c'est vrai que c'est une caricature, mais il y a pire que ça dans les écoles. Vous voyez, on vous dit, on doit acheter tel fascicule, on doit faire ci, mais en début d'année, c'est que on vous impose l'achat de l'uniforme au niveau de l'école et c'est le prix qu'il fixe qui passe. Tout simplement parce qu'on sait que dans la zone, il n'y a pas assez d'écoles privées dans la zone. Oui, mais Franck, si là, ça ne vous va pas et que votre bourse est un peu plus menue que ce que eux ils exigent, allez ailleurs parce que c'est quand même... Quoi qu'on dise, c'est du commerce quelque part. Et il ne va pas faire les choses parce que vous n'aviez pas les moyens et vous voulez forcément inscrire votre enfant là. Non, je pense que si on voit le problème sous cet angle-là, on demande à tout le monde d'aller dans le public. L'État même sait que ne peut pas absorber tout l'effectif des apprenants. Et l'État même sait que si on a pu ouvrir, disons, le secteur au privé, c'est qu'on a besoin des privés pour évoluer. Et donc, les privés... C'est vrai, ils ont des charges, ils doivent payer les enseignants, ils misent sur la qualité, mais on ne va pas faire tout faire payer par les parents. Vous voyez, c'est exorbitant. Moi, je ne dis pas, il y a un minimum de sacrifice qu'il faut faire lorsque votre enfant est dans le privé. La qualité a le prix. La qualité a le prix, mais ils exagèrent, franchement. Au cours de l'année, on vous prend d'abord la première tranche lorsque vous ne payez pas déjà au mois d'octobre, fin octobre, novembre, début novembre. On commence par renvoyer les enfants et c'est sans pitié. Et on les renvoie, les enfants sont parfois même ils ont besoin de répondre aux charges. Les enseignants, leur personnel ont besoin de leur salaire. Oui, mais je pense que l'État peut réguler le secteur privé. Mieux réguler le secteur privé pour leur dire, vous ne devez pas dépasser. Parce que si on fait le calcul, on sait ce qu'ils payent aux enseignants, ce qu'ils payent lorsqu'il s'agit, même les travaux dirigés, on défacte ça de... Enfin, on impose ça aux parents. Donc, on peut faire un petit calcul pour dire, au niveau des privés, vous n'avez pas le droit de dépasser ceci. Et les parents doivent s'attendre à cela. C'est là le rôle de l'État aussi, pour que cela ne l'influence pas trop, disons, le vécu des parents qui ploient également sur plusieurs charges, sur les vicissitudes de la vie, la cherté de la vie. Il y a beaucoup de choses. Justement, me tend la perche. S'il y a cherté de la vie au marché, permettez qu'il y ait cherté de la vie à l'école. L'école aussi. Les promoteurs de... C'est comme un mécano qui dit, vous savez, le service pour lequel je vous prenais 10 000, monsieur le journaliste, vous comprenez que
ça ne peut plus rester à, quand même. À 10 000. Tout est cher. Tout est si lui, il est passé à 1300 quand même, permettez que la prestation de votre... Je lui ai demandé si c'est clé 10 et c'est clé 20 ont aussi pris du prix. Non, sa prestation à lui seul. Parce que ne serait-ce que son alimentation pour survivre à un coût désormais. Donc, au nom de ça, permettez que la facture soit davantage salée. Non, en fait, ce sont des commerçants. Et des réglementations, on le veut bien, mais les réglementations ne peuvent pas aller dans certains sens. Parce que, vous voyez, même les privés entre eux, parfois, vous voyez des privés qui, pour une même classe disponible à un prix A, appliquent un prix 3A ailleurs. Une classe de 60 000 dans un privé qui est à 180 000 dans un autre. Oui, le cadre, le confort. Absolument, la rigueur. Et vous savez, on a des écoles internationales qui sont sur notre territoire, qui prennent pour une seule année le montant qu'il faut pour un enfant béninois de la première, de la maternelle en terminale. Donc ça, nous sommes sur le même marché. En fait, c'est une offre et ce sont les commerçants comme vous l'avez dit. Par contre, j'ai comme impression, je ne connais pas les statistiques en la matière, mais j'ai comme impression qu'il y a plus d'apprenants dans le privé au Bénin que dans le public. Qu'il y a moins de place dans le public que dans le privé. C'est discutable. En matière d'offres. D'une région à une autre. Justement, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une impression toute faite. À Cotonou, ça peut se comprendre. Que j'ai. Cotonou, Abomey-Calavi, Sémékodi, Porto Novo, là-dessus on s'entend parce que nous connaissons dans ces villes-là le nombre de collèges d'enseignement généraux que nous avons, probablement les effectifs, contrairement aux privés qui pilulent à tous les coins de rue carrément. Je doute fort que EducMaster ait réglé le problème du suivi des apprenants, notamment dans le privé. C'est pour cela, quand vous demandez si dans le privé il n'y a pas lieu de faire des aménagements, je dis oui, notamment pour éviter des scènes comme celle de l'année dernière, ne serait-ce que dans le suivi, dans ce qui est dispensé aussi. J'ai comme l'impression qu'il y en a qui forment les enfants au rabais, quitte à se prendre quelques miettes. Oui. Oui, parce que vous voyez des enfants qui, quand leurs parents n'ont plus les moyens, passent du côté du public ou passent dans d'autres établissements privés avec de très belles notes venant d'un autre privé, mais qui ne tiennent pas du tout l'année d'après. Les cas sont légion, notamment en périphérie, où de petites écoles se créent, notamment autour d'Abomey-Calavi et un peu partout. On crée des établissements scolaires un peu dans l'ignorance, en ne respectant pas les règles en la matière. Là-dessus, je trouve qu'il y a matière à faire un suivi. Ce qu'on donne aussi aux enseignants. Vous savez, AME fait qu'on ne fait plus beaucoup de vacations entre le privé et le phénomène AME fait qu'on ne fait plus beaucoup de vacations entre le privé et le public. Beaucoup d'un peu qualifiés sont absorbés par le public. Donc, ceux qui sont dans le privé, dans certains privés, quand je dis certains, je dis vraiment certains parce qu'il y en a qui font un travail de qualité, même s'ils font des factures presque normalisées aux parents, mais il y a de la qualité. Dans d'autres, ceux qui forment, eux-mêmes ont besoin d'être formés, ont besoin vraiment d'être encore renforcés. Là-dessus, je crois qu'il faut un regard un peu plus regardant, permettez mon pléonasme, sur l'école privée. Ça, c'est l'école, ça. Il y a d'autres dossiers de la République qui attendent. Dossier Frère Onvi, par exemple, où jusque-là, on n'a pas entendu, en tout cas, ni le gouvernement, je ne sais pas si c'est vraiment utile et urgent pour eux, ni la justice officiellement au Bénin. Pensez, Franck, que le gouvernement pourrait se prononcer là-dessus? C'est ce qu'on espère. On espère que à la reprise, que le gouvernement puisse nous donner sa version officielle. Il ne faut pas qu'on nous laisse toujours nous abreuver de ce qui vient de l'extérieur. On a évoqué le cas du Niger où une délégation de ce pays était à Cotonou pour échanger avec nos autorités et c'est de là-bas que nous avons eu les informations. Et jusque-là, on n'a pas de version officielle. On n'a pas de version officielle. Ici, sur le dossier Frère Onvi, je veux bien voir le porte-parole du gouvernement. Je veux bien voir Mario Metton. Mais qu'est-ce qu'il pourrait dire, le porte-parole du gouvernement, si c'est une affaire d'abord de justice, puisque Lomé a décidé de lancer des mandats d'arrêt internationaux. En principe, le gouvernement n'a rien à y voir. Deux petites choses. Nous dit, oui, Frère Onvi a été
interpellés parce que les gens parlent de kidnapping. Quoi on s'en réfère quoi? Qu'est-ce qui a été fait? Vous avez besoin du gouvernement pour choisir votre vocabulaire. Oui, votre vocabulaire. Oui. Pourquoi il a été pris et quelle sera la suite? Donc, 2 à 3, vous voyez, je suis déjà à 3. Donc, beaucoup de personnes se posent des questions sur ce dossier-là. Et moi, je serais heureux de dire à n'importe qui, ou bien de dire sur ce plateau, écoutez, mon gouvernement a dit qu'il s'agit d'une interpellation, qu'il s'agit d'une arrestation pour telle chose. Là, il y a les réseaux sociaux qui créent déjà les chefs d'accusation. On dit il pourrait être... Le procureur n'a pas dit cela. Sur certains dossiers, on a vu le procureur spécial sortir pour nous dire... Moi, j'étais à une conférence de presse, à un point de presse de Mario Metonou, où c'est écrit dans une demi-page et on a lu, on nous a dit allez traiter ça et passer ça en l'état. J'aurais voulu que pour le frère Ronvi, qu'on puisse le faire de la sorte. Après, on a appris qu'il y a nos compatriotes qui sont mêlés à cela. Une compatriote qui est établie à Lomé, qui a été également arrêtée là-bas. Qu'est-ce qu'il en est? Juste des explications, on ne demande pas plus. Donc, je pense que c'est un dossier qu'on doit prendre au sérieux pour donner la vraie information, une version officielle à la population, quitte à nous de suivre maintenant le dossier un peu comme d'autres dossiers où on s'y est intéressé. Après, il y a eu le bout de tunnel, les gens sont déposés en prison et puis la justice continue son travail. C'est tout ce qu'on veut. Et quand on ne le fait pas, on alimente ainsi les spéculations et ça grossit de jour en jour. Ça ne fait pas bien à l'intelligence béninoise, ça ne fait pas bien à nous qui sommes des justiciables, nous qui sommes des Béninois, des citoyens qui avons besoin quand même d'avoir la vraie information et surtout pour la presse. Vous voyez, il y en a qui font des investigations, qui ont des entrées peut-être au niveau de la justice, au niveau du pouvoir de l'État et qui ont les informations, mais je ne sais pas si ces personnes-là les exploitent réellement, puisque officiellement, on n'a pas entendu la voix de ceux-là qui ont l'habitude de nous donner ces genres d'informations. Il le faut, et à cette reprise-là, je pense que Patrice Talon devrait instruire son porte-parole pour nous dire un mot sur le dossier. Peut-être son garde des Sceaux. Oui, William. Nous venons de nous prendre à dos un autre voisin encore, avec qui nous n'étions pas forcément de très bons termes. Pas encore la version officielle du gouvernement. Est-ce que c'est pertinent? Que ce soit la version officielle du gouvernement ou pas, les autorités judiciaires du Togo accablent des compatriotes béninois. C'est suffisant pour dire qu'un de nos voisins nous en veut encore ou a des raisons de nous en vouloir. Au nom de cela, le compartiment premier de notre État, qui est l'exécutif, devrait pouvoir nous situer. Quant à Mario Metonou, c'est délibérément qu'il ne parle pas. Sinon, même si ce n'est pas l'application stricte du principe de Montesquieu, les pouvoirs seraient indépendants les uns des autres. Il y aurait séparation entre eux. Si l'appareil justice, ils sont aussi en vacances judiciaires, je le reconnais, ils sont aussi en vacances judiciaires. Et puis, est-ce qu'il est tenu, forcément, de venir devant la télé, dire... On dit qu'il fait appliquer la loi dans une affaire où on a dû violer la loi pour lui donner... C'est l'accusation qui est portée. Ma question est simple. Pourquoi on demande à Mario Metonou de venir parler? Est-ce que dans les tests qui organise le fonctionnement de la structure dans laquelle il travaille, est-il tenu de venir devant la télé dire voici tout le temps? C'est la question. Il n'est pas tenu de venir tous les jours, mais il est le garant de l'ordre public. Et dans l'ordre public, aujourd'hui, on dit que presque tous les Béninois, les 13 millions, sont en insécurité parce que où ils se trouvent, on pourrait les prendre par tous les moyens et les amener. Pas tous les Béninois. Moi, si un seul a pu le subir, tous peuvent le subir. Au nom de cela, William, garant de l'ordre dans le dossier. Garant de l'ordre public, qu'il est procureur spécial, lui, différent des autres. Lui, il est un procureur spécial avec compétence territoriale sur tous les 114 000 kilomètres qui sont notre superficie. Kilomètres carrés, pardon. Qui sont notre superficie, il est tenu de nous dire. Et nos gouvernants, ils vont nous dire pourquoi on n'en finit pas avec les escalades avec nos voisins. Pourquoi? Même avec l'océan Atlantique, oui, ce sont eux. Parce qu'ils sont les premiers répondants de l'appareil d'État. Toujours. Non, écoutez. Ces messieurs qui nous gouvernent ont accepté de nous gouverner parce qu'ils savent, ils sont conscients que l'exécutif est le premier maillon des trois grands
de l'État. Si la justice béninoise utilisait, par exemple, des moyens illégaux pour faire établir l'ordre de l'État béninois, l'exécutif en est garant, comme si le législatif en faisait de même. C'est pour ça que je dis que le gouvernement doit nous en parler. Ils doivent davantage nous rassurer relativement à ce feuilleton judiciaire, parce que les choses dont on nous accable ne sont pas des accusations à faire sur des États sérieux. Ça, c'est vrai. C'est les États sérieux qui peuvent accabler les choses comme ça. Oui, c'est vrai que les Béninois ont besoin de savoir à peu près quelles sont les versions officielles, parce que quand on est dans une situation comme ça, on a besoin d'être rassuré, parce que c'est surtout ce à quoi, ma foi, une sortie ou deux pourrait contribuer, rassurer les Béninois, que véritablement on a quand même l'écoute à ce qui se passe, qu'on est en train peut-être d'y réfléchir, et aussi proposer peut-être une version qui pourrait davantage aider à éclaircir le sujet, la situation. De toute façon, on verra bien si le gouvernement en fera une urgence, comme nous le pensons, une préoccupation. Ou si peut-être c'était ce qu'il fallait pour nous occuper le temps des vacances. Bon, pourquoi pas, ça peut être aussi ça. Oui, oui, Franck. Lorsqu'on parle d'escalade avec les voisins, on peut mettre un peu de bémol à mon avis. Vous savez, si nous prenons le cas le plus, qu'on cite le plus ces derniers mois, c'est le cas nigérien. Vous savez, je pense qu'on a été embarqué dans cette aventure qui nous a coûté vraiment cher, où il nous a manqué un peu de prudence. Délibérément, un État ne peut pas aller ouvrir un front pour dire, écoutez, chers voisins, viens, on va s'affronter. C'est pas possible. Le cas de Lomé même, moi je pense que, et c'est là même qu'il est nécessaire qu'on intervienne. Quand moi j'ai lu le communiqué, ou j'ai écouté le communiqué du procureur au niveau de Lomé, moi je n'ai pas entendu nos voisins du Bénin sont venus violer, on va intenter un procès. Ils ont relaté les faits, les actions que la justice togolaise est en train de mener. Donc là, jusque-là, il n'y a pas encore de friction entre États. Je pense qu'on peut encore s'en tenir au communiqué du procureur de Lomé. Maintenant, c'est vrai, lorsqu'on élargit les analyses, on peut se poser des questions. Est-ce que ce qui se passe là ne va pas refroidir les relations entre Lomé et Cotonou? Et c'est là qu'il y a toute la spéculation possible, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi certains, c'est de bonne guerre, qui trouvent que lorsqu'on est en difficulté, vous êtes au pouvoir, vous êtes en difficulté avec d'autres compatriotes, d'autres pays frères, ça enchante. Et moi, j'ai même remarqué que ces derniers temps, aucun État ne veut traiter les problèmes de façon diplomatique. Vous voyez, au Nigeria, pour une affaire de faux diplômes qui impliquerait, moi je n'ai pas les preuves, le Togo et le Bénin, c'est sur une chaîne que un ministre est allé parler de cette affaire-là. J'ai l'impression qu'on se cherche entre États, désormais dans la sous-région ou en Afrique. Que des États se sont laissés trouver. Voilà, on se cherche. Est-ce que véritablement nous avons atteint ce niveau de développement où on en monte? Troisième sujet. Je voudrais, Tanguy, si vous permettez bien, je voudrais ajouter. Oui. Les autorités togolaises n'ont pas besoin de donner toutes les précisions. Celles qu'ils ont données sont suffisantes pour qu'on sache que nous sommes allés violer la souveraineté de notre État. Non, allez, on va parler. Là, je ne suis pas d'accord. Celles qu'ils ont données nous accusent d'avoir violé la souveraineté. William, on va parler de notre troisième sujet. On va évoquer justement ces informations. Bon, et heureusement que depuis, mettons quoi, mardi, une commission s'est installée pour penser à la question. La pandémie liée à la variole du singe, on avait l'impression en tout cas qu'on s'en moquait pas mal au Bénin, étant donné que cela nous entoure. On a vu des cas au Niger, au Nigeria, au Burkina Faso, etc. On ne sait pas si ça existe au Bénin, mais déjà au moins on a commencé à nous dire qu'il y a un comité qui est installé. Ça aussi, c'est une urgence. C'est une grosse urgence parce que nous avons 3 voisins qui sont atteints. J'ai écouté hier un grand spécialiste de la santé qui disait qu'il n'y a pas encore de cas confirmés à la date de ce 28-là, mais qu'il y a alerte
qu'on est en état d'alerte parce que le risque, il est imminent. Mais nous savons que le gouvernement a de grands spécialistes de santé publique qui sont ici, des Béninois et des gens de l'étranger, parce qu'on aime bien aussi ceux qui viennent d'ailleurs. On a les moyens d'aller sur cette urgence et il faut y consacrer toute l'attention, que cela ne nous éclabousse, que cela ne nous surprenne, parce qu'avec toutes les crises qui nous ont déjà paupérisés à ce point, sécurité, Covid, même la guerre en Ukraine continue de nous éprouver, nous dit-on. La cherté de la vie, les gens parlent déjà tout seuls. Le monologue a commencé en circulation. Oui, ça a commencé déjà. Ça a commencé. Donc, mais il faut les apporter assistance. Si vous voyez des gens qui sont en détresse, on n'est pas psychologue. Moi, je vais porter plainte contre vous parce que. Pour non-assistance à personne en danger. Est-ce que vous en avez les moyens? Si vous n'avez pas les moyens, oui, mais assoyez-vous à côté. Et si vous allez devant le monsieur qui vous gifle? Non, assoyez-vous à côté de lui, essayez de le calmer, de le raisonner. Qui dit que nous ne sommes pas dans un état plus critique, nous? C'est une interrogation. Vous n'êtes pas trompé de. Peut-être nous sommes plus malades que le patient vers qui nous allons. Finir le temps. C'est une urgence sur laquelle il faut vite aller parce qu'on a déjà assez de problèmes pour en rajouter. Moi, c'est bizarre, mais c'est mon épouse qui m'a appelé un matin qui dit, mais bientôt la rentrée, avec cette histoire de variole de 5 jours, les gens ont des bobos sur tout le corps, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Puisque les enfants iront au contact d'autres enfants. Vous voyez, déjà au niveau des maisons, la psychose se crée déjà. Mettez-leur des imperméables. Oui. Soyons sérieux, docteur, soyons sérieux. Vous voyez, il y a des gens qui sont allés en vacances au Nigeria, au Niger, qui sont allés en vacances même parfois, peut-être au Congo, où ça sévit sérieusement, ils sont allés au Burkina. Donc, il y a eu déjà des déplacements humains. Est-ce qu'à leur retour, il y a un dispositif qui est mis en place au niveau des frontières pour tester, pour voir si, écoutez, vous êtes revenu sain de votre périple ou si vous n'avez pas des gemmes de la maladie. On n'en sait rien du tout. Bon, les membres du gouvernement sont en vacances. J'espère qu'au retour, le ministre de la Santé va nous présenter la situation, des dispositions qui sont prises pour que nos enfants ne soient pas infectés. Parce que bientôt, il y aura ce brassage-là entre enfants. On ne sait pas véritablement ce qui va se passer. Disons, le commerce avec le Nigeria, ça se poursuit toujours, les déplacements, on n'a pas interdit. Donc, il y a nécessité là qu'on nous rassure également. Et pour nous rassurer, il n'y a que la voix des autorités pour nous dire, écoutez, pas de péril en la demeure, un peu comme ce qui se passe actuellement à Perere, où on nous a dit que personne ne doit bouffer la viande de porc de l'autre côté. Ce n'est pas pour vous rendre malheureux non plus, parce que vous n'avez rien à y voir. Allez, merci beaucoup, William, merci beaucoup. C'était fort heureux de vous avoir tous les deux, en tout cas pour l'aventure cette semaine, la toute première après ma reprise. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, très bon moment de week-end. On va se voir certainement lundi prochain. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Vous aussi, un double merci d'ailleurs pour votre fidélité, votre présence et votre amour à cette matinale. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Derrière moi, vous avez à suivre la revue de presse. Prenez soin de vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Apprenants et enseignants reprennent le chemin de l'école le lundi 16 septembre 2024 sur l'ensemble du territoire national. Pour la rentrée 2024-2025, le matinal fait constater que les enseignants sont partagés entre optimisme et inquiétude. Le journal ouvre ses colonnes à Christian Lokossou, secrétaire général fédéral de la FESEN CSA Bénin, qui a fait le point des préparatifs au niveau du monde syndical. On est prêt, les enseignants et syndicats de même. On n'a pas besoin de savoir si les autorités sont prêtes ou pas.
Ce que nous savons est que nous sommes allés en vacances et les vacances sont à leur terme. Sur la question des revendications des enseignants comme à la veille de chaque rentrée scolaire, Christian Lokosu pense qu'il y en a assez. Selon lui, à la reprise, les enseignants verront si le gouvernement s'est mis au pas avec eux. Il cite par exemple des formations annoncées mais qui jusque-là n'ont pas été faites. C'est avec un goût amer que nous voulons effectuer cette rentrée. Nous avons l'habitude de bénéficier de certaines primes à la veille de chaque rentrée scolaire, mais elles sont saucissonnées, elles sont désormais mensualisées et réparties sur les 12 mois, a déploré le secrétaire général fédéral de la FESEN, CSA Bénin. Pour Richard Arwansou, secrétaire général du syndicat national des enseignements secondaires et des lycées justice sociale, une organisation syndicale affiliée à la CSA Bénin, rien n'est sûr. Le syndicaliste en veut pour preuve la lenteur qu'accuse le gouvernement dans la publication de la liste des mutations et des nominations au titre de l'année 2024-2025. À en croire le syndicaliste, les mutations vont sortir hors délai et on va demander aux gens qui ne s'étaient pas apprêtés d'aller prendre service dans la précipitation. Il y aura forcément de flottement dans ce cas parce qu'il y a des enseignants qu'on va envoyer très loin et qui doivent se déplacer avec leur famille. C'est là qu'on va incriminer à tort les enseignants pour dire que ce sont eux qui sont en train de perturber le déroulement normal des activités pédagogiques alors que c'est le gouvernement qui en est le premier responsable. Fraternité va plus loin et parle de la course aux fournitures avec la bourse en souffrance dans le rang des parents d'élèves. À sa page 4, Paul, un parent d'élève qui ne sait où donner de la tête pour faire face à ses responsabilités, n'a pas caché son angoisse. À l'approche de la rentrée scolaire, je suis stressé car il faut que je fasse tout possible pour que les enfants aillent à l'école, a-t-il déclaré. Fraternité indique que, tout comme lui, nombre de parents d'élèves sont dans l'anxiété à l'approche de la rentrée des classes. Cependant, ils n'ont d'autre choix que de jouer leur partition. La paye du mois d'août sera sans doute consacrée aux apprenants. Mais un problème se pose, selon le journal. Les poches sont en souffrance. Pour les familles modestes, souligne le Canard, cette pression entraîne des sacrifices dans d'autres domaines essentiels comme la réduction des loisirs. Quant aux familles à faible revenu, elles se retrouvent dans l'incapacité de faire face aux contraintes des fournitures scolaires, ce qui peut créer un sentiment d'exclusion chez les enfants et une pression accrue chez les parents selon Fraternité. La Nation consacre sa manchette ce matin aux réformes fiscales qui induisent des impacts significatifs sur les petites et moyennes entreprises et l'innovation. Le quotidien du service public rappelle que le gouvernement a récemment mis en place un ensemble de réformes fiscales visant à alléger la charge financière aux entreprises et à encourager l'entrepreneuriat. Parmi les mesures phares, on retrouve la réduction des taux d'imposition sur les sociétés, la simplification des procédures fiscales et l'introduction de crédits d'impôt pour les investissements dans les technologies et l'innovation. Ces réformes s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à créer un environnement favorable aux affaires, attirer des investissements étrangers et dynamiser le secteur privé. En soutenant les PME et en encourageant l'innovation, ces réformes vont renforcer la compétitivité des entreprises béninoises et stimuler la création de nouvelles entreprises. Alors que les premiers indicateurs sont prometteurs, il est essentiel de continuer à surveiller l'impact de ces réformes pour s'assurer qu'elles atteignent pleinement leurs objectifs et contribuer à un développement économique durable et inclusif, conclut la Nation. Merci de votre aimable attention.